Le point important sur lequel je peux revenir là, c'est la professionnalisation du conseil d'administration. Jean Espoir a parlé aussi du critère de moralité. D'accord? Lorsque vous voulez assurer un contrôle effectif de la direction générale et un contrôle indépendant, bien entendu, il faut respecter ce critère-là, c'est-à-dire avoir des compétences techniques, d'accord, qui vous permettent de pouvoir contrôler, de savoir lire les rapports qui sont produits par la direction générale, savoir ce qui est écrit pour pouvoir juger, pour pouvoir apprécier de manière objective et de manière efficace. D'accord? L'indépendance aussi doit être respectée dans l'exercice de fonction de l'administrateur. Donc, vous avez des critères de compétence, mais aussi des critères de moralité qui vous permettent de pouvoir effectuer ce contrôle-là, donc cette mission qui est dévolue au conseil d'administration. En résumé, c'est ça. Donc, on revient sur l'essentiel de ce qu'on a dit, la professionnalisation du conseil d'administration. D'accord? Merci beaucoup, professeur. Question suivante, celle de Monsieur Bangoula, adressée à Jean Espoir. Donc, surprésence du régulateur, impact ou incidence sur la performance des institutions financières au regard notamment des défis spécifiques que nous avons, pour reprendre l'exemple, en matière d'inclusion financière et de couverture géographique. Trop de banques centrales finalement ne tuent pas, ou trop de gouvernance à travers la banque centrale ne tue pas la performance? Je ne pense pas que... Je remercie M. Bangoula pour sa question, très précise et détaillée. Très sincèrement, je ne pense pas que la Banque centrale du Congo est trop présente dans la gestion des banques au quotidien. Il faut, je pense, en toute honnêteté, reconnaître que la Banque centrale du Congo a abattu un travail remarquable pour maintenir ce secteur bancaire en vie. Les défis qui sont propres à la RDC, les défis qui sont propres au type d'économie que nous avons dans ces pays, fait que on pouvait peut-être un moment parler même de l'inexistence des banques. Pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Je pense que la Banque centrale a abattu un travail exceptionnel. La réforme la plus récente de 2022 qui a continué en 2023 et qui continue en 2024 me semble personnellement en tant que chercheur en matière de gouvernance d'entreprise, particulièrement en banque, ma thèse porte sur spécialement ce sujet-là, c'est que la Banque centrale du Congo a fait un travail remarquable. Maintenant, une œuvre humaine peut être critiquée dans certains aspects, sur certains points des défis que nous avons relevés. Je ne dis pas non plus que ces points empêchent les banques à pouvoir atteindre leurs objectifs, mais je pense que peut-être sur la durée, je pense que sur 5 ans peut-être pour atteindre les objectifs des plus de 50% au Conseil par les Congolais, il nous faut peut-être encore un peu plus de temps que 5 ans. Mais ce sont des ambitions qui sont légitimes pour une banque centrale et qui ont besoin d'être atteintes. Particulièrement sur le sujet de l'implantation des banques dans le pays, l'obstacle, ce n'est pas l'autorisation de la Banque centrale pour implanter les banques. L'obstacle, c'est la conjoncture du pays de manière générale. La Banque centrale du Congo a besoin d'autoriser l'implantation des agences parce qu'il y a des besoins de supervision, des besoins de contrôle, mais aussi pour protéger les institutions financières parce que une ambition démesurée, une prise de risque démesurée peut mettre les personnels des banques en danger. Si vous allez implanter une agence dans un territoire dont la sécurité n'est pas très assurée, les vies des gens seront en danger. L'épargne du public sera en danger. Donc voilà, il est nécessaire que la Banque centrale du Congo continue à regarder cela pour que les banques ne prennent pas non plus, n'aient pas l'appétit des risques démesurés, mais que l'appétit des risques soit vraiment circonscrit dans un cadre d'analyse des risques qui permet d'atteindre les objectifs de manière pérenne. Alors, ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant.
la conférence s'arrêtera à un moment donné, mais les interactions ne sont pas supposées s'arrêter au même moment. Donc, vous aurez toujours la possibilité d'approfondir les questions avec nos panélistes, au-delà, naturellement, des échanges dans ce cadre plus formel. Alors, on reste sur la Banque centrale, justement. Quid de l'administration, de la mise sous tutelle ou de l'administration provisoire de la Banque centrale? Question de Monsieur Grasse. Merci beaucoup à M. Grasse pour la question. Lorsque les organes de gouvernance ne peuvent plus collaborer, et ce, de manière irrémédiable, il est inévitable de passer par l'administration provisoire. Maintenant, on peut anticiper en disant que les sociétés anonymes sont autorisées par le droit commun et le droit OHADA d'avoir un cadre extra-statutaire, comment on appelle, les conventions d'actionnaires, voilà, qui permettent en effet d'anticiper certaines choses, parce qu'à la fin, ce sont les actionnaires qui sont les bénéficiaires des dividendes. Ils doivent être vigilants au moment des assemblées générales pour comprendre en fait qu'au niveau de l'organisation administrative de la banque, il y a peut-être des problèmes, des incohérences, des incompréhensions. Essayer de recourir à ces conventions pour les résoudre. Mais dans le casus que vous présentez, si cette collaboration si cette non-collaboration est irrémédiable, il faut que la Banque centrale du Congo intervienne pour sauver la banque. Parfait. Très bien, je pense qu'on a également ici les éléments de réponse. Alors, avant de revenir sur une question qui était adressée à Jean Esport, j'aimerais d'abord qu'on traite la dernière question qui était adressée directement au professeur Djedi. Nous vous rappelons qu'il est connecté depuis Montréal et déjà depuis un long moment avec nous. Professeur Djedi, un dernier point sur la question du règlement d'ordre intérieur qui est donc posé par Maître Mossolo et qui, en synthèse, je vais tenter la synthèse sous son contrôle naturellement, nous dit est-ce qu'un règlement d'ordre intérieur ou des chartes spécifiques destinées à définir les modalités de fonctionnement ce ne sont-elles pas recommandées, sinon à appliquer dans le contexte des institutions financières? Est-ce bien cela? Une question de précision, d'accord? Oui. Oui. Très bien. La question? Alors, en plus de la charte, est-il nécessaire, selon vous, professeur, d'avoir un règlement d'ordre intérieur? Oui, alors merci beaucoup. Je peux répondre? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Merci. Ok. Bon, parfait. Merci, merci Henri, parce que j'avais perdu en fait l'intervention de notre ami, de mon confrère qui a posé cette question. J'avais juste entendu la dernière phrase, et c'est une question pertinente. Et alors, je disais, d'une manière générale, d'accord, pour les sociétés commerciales, il est suggéré d'avoir un règlement intérieur pour le conseil d'administration. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit, c'est une façon de démontrer que on respecte les règles, que on a une image d'une institution, d'un organe qui se soucie, qui s'approprie en fait les règles qui sont bien fixées dans les statuts conformément aux lois. Donc, d'une manière générale, ce n'est pas obligatoire. Mais je l'ai également signalé que pour certaines activités réglementées, il faut faire attention à ce que prévoient les autorités de régulation, d'accord? Pour la banque, évidemment, le fait d'avoir une charte de bonne conduite, ça va être obligatoire. Et dans ce cas-là, il faut l'avoir dans votre comme document de l'organisation. Alors, dans certaines activités, par exemple pour les établissements publics, d'accord, les établissements publics comme le FPI, je cite seulement ce nom-là, il y a une obligation pour ces établissements-là d'avoir un règlement intérieur. Mais il n'est pas interdit, évidemment, d'avoir un règlement intérieur en plus d'avoir la charte de conduite. Tout dépend de ce que vous allez mettre dans ce règlement-là. Si dans votre charte de bonne conduite, vous avez déjà des règles éthiques, eh bien, ça ne vous empêche pas d'avoir un règlement intérieur
qui va venir détailler d'autres règles de fonctionnement et de conduite des administrateurs. D'accord? Donc, ce n'est pas interdit, ce n'est pas non plus une surabondance des règles, mais tout cela contribue à la bonne gouvernance. Tout cela démontre que le conseil d'administration se soucie du respect des règles et s'approprie ces règles-là pour son fonctionnement et pour permettre justement de pouvoir orienter correctement l'entreprise. D'accord? Donc, ce n'est pas une contradiction. Au contraire, c'est une bonne chose d'avoir un tel document. Donc, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ça fait partie des bonnes pratiques de gouvernance. Même si vous avez une charte de bonne conduite, qui est une obligation dans le cadre d'une activité réglementée, nous, on suggère, on conseille d'avoir un règlement intérieur pour le conseil d'administration pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense qu'on a effectivement ici plusieurs éléments, Maître Mossolo, je pense que vous ne me contredirez pas, au moins pour pouvoir alimenter votre réflexion. Vous aurez l'adresse email pour rappel du Bankers Club pour pouvoir solliciter les différentes présentations, mais le cas échéant, pourquoi pas, voir dans quelle mesure certaines interactions peuvent se poursuivre. Dans les médias, en ce qui concerne le professeur Djedi, au nom du Bankers Club, au nom de l'Association des administrateurs du Congo, et je me permets de dire en votre nom, nous lui disons merci, puisque depuis Montréal, il nous a accompagnés tout au long des échanges aujourd'hui. Je pense que nous pouvons l'applaudir, lui dire merci et lui souhaiter un excellent week-end de l'autre côté de l'océan Atlantique. Merci encore, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée à Kinshasa. Merci. Alors, il y avait encore un dernier point. On va essayer de le traiter très rapidement puisque nous n'avons pas encore épuisé l'agenda et nous avons une demande d'intervention en ce qui concerne justement le rôle de la Banque centrale. Les deux points vont devoir être traités de manière vraiment très condensée, s'il vous plaît. Le point toujours de Maître Mossolo sur la question de l'asymétrie de l'information. Merci beaucoup. Là aussi, je recommande l'instruction numéro 17. La Banque centrale du Congo a insisté sur cette question-là dans l'instruction numéro 17. Il y a des exigences assez claires sur la façon dont l'information doit circuler au sein de l'entreprise, au sein des organes de gouvernance, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information. En dehors de cela, il y a aussi l'instruction numéro 21 qui donne aussi cette possibilité. Donc, en bref, les organes en fait, les fonctions des contrôles internes ont le devoir, l'obligation de rendre compte au conseil d'administration via les comités du conseil d'administration, les comités spécialisés qui sont déterminés dans ces instructions de les rapports au-delà du directeur général. Le directeur général rend compte au conseil d'administration et le conseil d'administration est obligé de se réunir 4 fois au moins par an en raison d'une réunion par trimestre. Ça veut dire que ce sont des mesures qui permettent en effet de faire circuler l'information. Et je peux témoigner que à voir de mes recherches, à voir comment les conseils d'administration fonctionnent, les degrés de partage d'informations, les volumes des packs qui sont envoyés aux administrateurs, l'information, cette question d'asymétrie d'informations, je pense qu'elle a été quand même résolue. Je reste toutefois, en tant que chercheur, intéressé par cette étude pour y jeter un coup d'œil, voir également dans quelle mesure voilà, on peut continuer l'échange là-dessus. Mais sur le plan réglementaire, je pense que la réglementation est suffisamment claire aujourd'hui sur les pratiques qui permettent de résoudre les problèmes d'asymétrie d'information. Merci, excellente nouvelle que de savoir que les interactions peuvent se poursuivre au-delà du 16 mars aujourd'hui et de savoir que nous pourrons continuer à nous enrichir des expériences et des expertises aussi bien de nos panélistes que de ceux qui sont avec nous dans l'Assemblée. Monsieur Willy voulait intervenir pour le point sur la participation de la Banque centrale ou la présence plutôt de la Banque centrale. Nous allons essayer de faire assez court, s'il vous plaît. Merci bien. Je vais essayer de donner un petit éclairage
puisque j'ai senti une petite inquiétude de la part de l'intervenant qui a posé la question. Il doit noter que ici, la Banque centrale n'est pas très présente ni n'agit pas en surréglementation. C'est juste fixer les règles et les principes du jeu dans les secteurs financiers au niveau de la gouvernance. Et aussi, je dois souligner que la Banque centrale consacre le principe de l'autogestion de chaque institution financière. C'est garanti et donc là, on ne peut pas y revenir. Toutefois, il faut tenir compte de la spécificité des institutions financières. Les institutions financières sont appelées, au-delà des ressources propres qui sont en fait apportées par les actionnaires, de travailler avec les moyens d'action qui viennent des autres parties prenantes. C'est ce qui fait que la Banque centrale doit être un peu une forme de garantie vis-à-vis des autres qui ne sont pas dans la gestion. Donc, vous comprenez que quand la Banque centrale fait un peu la télégestion, peut-être avec le suivi, le contrôle, le suivi sur pièce et sur place, donc la Banque centrale essaie quand même d'équilibrer par rapport, chacun de nous prend son argent et fait des dépôts, constitue des épargnes dans une institution. Mais il n'est pas présent dans la gestion. Alors que les actionnaires, quand ils font leurs apports, ils sont là présents. C'est comme ça que la Banque centrale joue ce rôle-là. Donc, vous devez comprendre pourquoi il y a en fait cette présence et de la réglementation et des contrôles que la Banque centrale est en train d'opérer. Il faut tenir aussi compte du fait aussi que dans le secteur financier, il y a la particularité. La banque qui est, par exemple, agréée ici, en République démocratique du Congo, traite avec des correspondants, autant nationaux qu'étrangers. Ce sont d'autres parties prenantes qui doivent aussi être garanties. C'est pourquoi il y a cet agrément-là qui nécessite que on doit surveiller comment les différentes parties prenantes interviennent pour rassurer les autres parties prenantes. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là dont je voulais souligner. Merci bien. Un tout grand merci pour cette importante et excellente contribution, Monsieur Willy. Sans plus tarder, nous allons céder la parole à Edwige, qui va donc nous parler, plus particulièrement, ou nous introduire au dernier sujet de notre conférence pour aujourd'hui, la question du genre dans la gouvernance, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais reprendre pour tester le niveau d'énergie dans la salle. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien, merci. Alors, je pense qu'on ne pouvait pas parler de bonne gouvernance au mois de mars sans parler de la question du genre, d'autant plus que un certain nombre d'études ont démontré que ce n'est pas seulement une question d'éthique, ce n'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question de performance. Et Madame Ikukumu va en parler tout à l'heure. Mais nous avons cru bon, au niveau du Bankers Club, de faire une petite analyse de marché pour tester et mesurer un peu où en est le secteur bancaire, comparé aussi aux entreprises commerciales par rapport à la question du genre. Mon nom, c'est Edwige Takassi. Je fais partie du comité du Bankers Club. Et mon objectif, avec ces quelques slides, il n'y en a pas beaucoup, c'est simplement donner des chiffres, en fait. Parce qu'on manque cruellement parfois de chiffres. Et certaines fois, c'est difficile de savoir où on se situe. Alors, nous avons fait une petite analyse rapide. Si on peut avoir le slide suivant. Et nous avons pu avoir 30 répondants au niveau des institutions financières. Donc, banques, institutions de microfinance, compagnies d'assurance, émetteurs de monnaie électronique. Et nous avons pu avoir 21 répondants au niveau des entreprises commerciales, que ce soit des entreprises plutôt corporate, au niveau pétrolier, énergie, télécommunications, ou que ce soit des PME. Et notre objectif, c'était de comprendre justement où ils se situaient par rapport à la question du genre. Alors, d'abord, on s'est intéressé à savoir la proportion de femmes dans le staff. Et ça, c'est ce slide.
Et ce qu'on constate, c'est que du côté des institutions financières, on a quand même plus de 70% de ces 30 institutions répondantes qui ont plus d'un tiers de femmes dans le staff. Cette question du tiers, le 1 tiers, 30%, c'est important parce que on verra qu'à travers les différents chiffres, en fait, ce 1 tiers, c'est toujours un peu un benchmark. Même quand on fixe des objectifs en termes d'équilibre du genre, généralement, on commence d'abord par viser le tiers avant d'arriver à la parité parfaite. Donc, je vais vraiment utiliser le 30% comme un peu le benchmark ici. Donc, côté banque, institutions de microfinance, la majorité ont déjà franchi ce tiers en termes de staff total. Mais vous voyez que dans le gâteau, la partie violette, c'est en fait les institutions qui sont déjà entre 30 et 50%. Et il y en a, c'est plus de la moitié en fait. Donc ça, c'est du côté des institutions financières. En revanche, du côté des entreprises commerciales, on observe l'inverse. C'est-à-dire, plus de 80% ont en fait moins d'un tiers de femmes dans leur staff. Donc c'est vraiment une image complètement opposée. Donc ça veut dire qu'il y a eu certaines avancées au fur et à mesure des années dans le secteur bancaire. On n'a peut-être pas encore vu véritablement ces mêmes avancées au niveau des entreprises commerciales. Un petit bémol, notre échantillon d'entreprises commerciales, c'est une vingtaine. On peut pas vraiment conclure de manière globale, mais ça nous donne quand même une certaine tendance. On s'est aussi intéressé à savoir ces femmes qui sont dans le secteur financier et dans le secteur non financier, où est-ce qu'elles sont en fait? Est-ce que dans les banques et institutions de microfinance, c'est juste des caissières, ou est-ce qu'on les trouve un peu partout? Parce que nous savons tous qu'il y a quand même des métiers qui typiquement sont un peu plus, enfin, on rencontre beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là, et c'est pas toujours forcément un benchmark par rapport à la parité. Donc, au niveau du slide suivant, on parle de leadership. Au niveau de ces 30 institutions financières, on a constaté qu'il y avait quand même 6 femmes DG. Si on prend les DG et les DG ensemble, on arrive à 12. Pour 30 institutions, c'est quand même pas mal. Et en termes de comité de direction, on est à 55. Donc, 30 institutions financières comptent 55 femmes au niveau des comités de direction. On est en plein dans le thème de la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est le conseil d'administration, et puis DG, DGA, les personnes qui prennent les décisions. Au niveau des femmes cadres, donc, plus de la moitié des institutions financières ont moins de 20% de femmes cadres, mais on a quand même un tiers de ces institutions financières qui ont franchi aussi le cap des 30%. Donc, elles ont franchi le cap des 30% de femmes staff et un tiers d'entre elles ont aussi franchi le cap des 30% de femmes dans les cadres. Au niveau des comités de direction, sur 30 institutions financières, on a 6 DG et on sait aussi que 43% des institutions répondantes, par contre, ont moins de 10% de femmes dans le CODIR. Il reste quand même, l'image est assez nuancée. Il y a certaines institutions qui progressent plus vite que d'autres. On n'a que 10% d'institutions financières qui ont franchi la parité en termes de personnes présentes au comité de direction. Si on regarde maintenant les entreprises commerciales, les 21 entreprises commerciales qui ont répondu, on trouve 4 femmes DG. Si on prend DG et DG ensemble, on en trouve 9. Et au niveau des femmes dans le comité de direction, pour 21 institutions, on a 30 femmes dans le comité de direction. Néanmoins, dans ces entreprises commerciales, là aussi, on a moins de 10% de femmes cadres et moins de 10% de femmes dans les comités de direction si on prend la moyenne de manière globale. On s'est intéressé à savoir le nombre moyen de femmes dans les comités de direction dans ces différentes institutions et on voit que au niveau des institutions financières, un comité de direction, c'est combien de personnes? C'est entre 5, 6 et 10 personnes? On peut se mettre d'accord sur à peu près ce chiffre. Donc, dans cette dizaine de personnes, au niveau des institutions financières, on a une moyenne de 1,83 femmes. C'est une moyenne, bien entendu, avec les banques qui sont actuellement à la tête. Alors ça, c'est intéressant. Donc, il y a en moyenne 2,5 femmes dans les comités de direction des banques, comparé à peu près environ 2 femmes au niveau des émetteurs de monnaie électronique. Et juste après, on a les institutions financières qui suivent avec 1,7 femmes dans les comités de direction. Côté entreprises non bancaires, ce sont les pétroliers qui sont à la tête, qui ont une moyenne de 2 femmes dans leur comité de direction. Juste après, on a les entreprises, les cabinets d'audit, conseil et avocats qui sont à 1,7. Et ensuite, le secteur de l'éducation et de la santé. Bon, traditionnellement, on sait que le secteur de l'éducation et la santé
il y a quand même plus de femmes de manière générale, mais elles sont aussi au niveau des cadres et des comités de direction. On s'est intéressé ensuite à savoir, ces femmes qui sont dans les comités de direction, quelles fonctions exercent-elles? Donc on a posé la question et il n'y a pas de grande surprise de constater que la fonction la plus populaire, entre guillemets, c'est la fonction de DRH, aussi bien du côté des institutions financières que du côté des institutions, des entreprises commerciales. Et c'est quand même intéressant de savoir que les femmes, on les voit de plus en plus aussi dans d'autres postes. Au niveau des institutions financières, par exemple, on voit pas mal de femmes, on a vu qu'il y a 6 femmes DG, 6 femmes DGA. On a vu qu'il y avait des femmes au niveau de responsables des opérations, au niveau de la direction administrative et financière aussi, et au niveau de la communication marketing. Donc, elle monte et elle monte un peu sur tous les postes, pas seulement sur des postes spécifiques. Au niveau des entreprises commerciales, pareil, DRH, c'est la fonction la plus populaire, entre guillemets, mais elles sont présentes comme DG, elles sont présentes comme DGA, elles sont présentes comme directrices commerciales et elles sont présentes comme responsables des opérations également. Donc, on voit quand même que les efforts sont faits de part et d'autre. On parle de gouvernance, donc on s'est aussi intéressé au conseil d'administration. Ça, c'est le slide suivant. Et on voit que là, c'est un peu plus timide. Donc, on a un peu une espèce de pyramide où les femmes sont présentes à la base. On voit qu'elles sont en train de migrer aussi vers les postes de direction. Au niveau du conseil d'administration, c'est beaucoup plus lent. Donc, vous voyez, sur la partie basse, bleu-violette, c'est 43% d'institutions financières qui ont moins de 10% de femmes dans le conseil d'administration. 10% de femmes dans un conseil d'administration, ça veut dire une femme, typiquement, ou moins. En revanche, il y a quand même un quart de ces 30 institutions financières qui ont franchi le cap des 30% de femmes dans le conseil d'administration. Ça, en termes de gouvernance, c'est quand même appréciable. Côté entreprise commerciale, c'est un peu la même image. Peu de femmes au niveau du conseil d'administration. Il y a quand même un quart d'entreprises commerciales qui n'ont absolument aucune femme dans le conseil d'administration parmi les entreprises non financières. Et par contre, il y a quand même 9% qui ont atteint la parité au niveau des entreprises commerciales, alors qu'aucune institution financière n'a atteint la parité au niveau du conseil d'administration. Dernier point, on s'est interrogé sur la question de la formalisation de tous ces efforts au niveau du genre. Généralement, la formalisation prend la forme d'une politique genre à part entière ou au moins des engagements dans d'autres documents pour s'assurer que cette problématique avance. Et ce qu'on constate, c'est que au niveau des institutions financières, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le slide suivant? Au niveau des institutions financières, on a 50%, donc la partie rouge, qui ont quand même un engagement formel par rapport à la problématique du genre, mais pas de politique à part entière. Mais on a quand même un tiers qui ont une politique genre ou diversité à part entière. C'est intéressant de savoir que l'année passée, quand on a fait la même analyse, on était à 14%. Donc 14% l'année dernière, 33% cette année. Il y a des choses qui avancent et les efforts de la Banque centrale du régulateur, je pense, ne sont pas pour rien. Il y a quand même une stimulation qui fait que les choses bougent. Au niveau des entreprises commerciales, on a une plus grande proportion qui ont un engagement, même s'ils n'ont pas forcément de politique, 62% presque, et 14% qui ont une politique genre à part entière, et de part et d'autre, à peu près entre 14 et 17% qui n'ont absolument rien à ce jour. Et le dernier slide, ensuite, ce sera le partage de Madame Ikukumu. Si on peut avoir le slide, s'il vous plaît. On s'est intéressé aussi à savoir, en termes commerciaux, donc une fois que le travail a été fait en interne, en termes de management et gouvernance, on aimerait savoir si au niveau commercial, il y a quand même des efforts qui sont faits, notamment au niveau du secteur bancaire, pour stimuler le financement de l'entrepreneuriat féminin. C'est des thèmes qu'on entend beaucoup. Ça fait couler l'encre, mais en termes de chiffres, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Eh bien, sachez que la moitié des institutions financières que nous avons interrogées ont des produits ou des programmes spécifiques pour le financement des femmes entrepreneurs. C'est un gros progrès. Il y a quelques années, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Et l'année dernière, c'était à peu près un tiers. Au niveau des entreprises commerciales, par contre,
on n'a qu'un quart qui ont des programmes spécifiques ou des produits spécifiques par rapport aux femmes. Je pense qu'on peut aussi comprendre que une entreprise pétrolière, typiquement, avoir un produit spécifique pour les femmes, c'est pas forcément quelque chose d'intuitivement facile à implémenter et c'est peut-être pas toujours adapté. Néanmoins, c'est quand même bien de savoir où on en est au niveau du secteur bancaire. Je vais m'arrêter là. On pourra prendre les questions par rapport à cette étude après l'intervention de Madame Ikukumu et surtout nous partagerons les résultats de cette étude après la conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Henri. Merci beaucoup Edwige, merci beaucoup Madame Takassi. Donc sans plus tarder, nous cédons la parole à Madame Ikukumu. Pia. Que doit-on retenir sur l'équilibre du genre et savoir sur l'équilibre du genre une nécessité et un prérequis pour garantir l'amélioration de la gouvernance en entreprise? Merci beaucoup. Alors, je tiens premièrement à remercier The Bankers Club de m'inviter à faire cette présentation qui tombe très bien au mois de mars, qui est le mois où on célèbre, en fait, on reconnaît les droits de la femme. Et je suis très, très honorée de faire partie du panel de la conférence aujourd'hui, justement pour vous parler un tout petit peu de mon expérience. Alors, la partie que je voudrais couvrir, je la voudrais plutôt interactive pour échanger avec les femmes. Mais déjà, mon constat aujourd'hui, j'ai essayé de compter le nombre de femmes dans la salle. Je ne sais pas si on a atteint l'équilibre. Je ne pense pas. Je pense que il y a encore pas mal d'efforts à faire à ce niveau-là pour que les femmes également s'intéressent à des sujets qui sont des sujets qui les concernent directement. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer par définir un peu qu'est-ce que vous entendez par équilibre du genre. Le sujet aujourd'hui, le thème que moi je vais aborder s'intitule « L'équilibre du genre comme une nécessité, un prérequis pour l'amélioration de la gouvernance en RDC ». Alors, je voudrais avoir l'avis de l'audience par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous entendez par équilibre du genre? Surtout les femmes, j'aimerais bien que vous puissiez participer à la définition déjà du sujet pour voir un peu comment est-ce qu'on va aborder le reste. Est-ce qu'il y a une dame courageuse qui peut parler de ce qu'elle comprend de l'équilibre du genre? Je vois une dame derrière. Moi, je le comprends comme autant d'hommes que de femmes dans les prises de décision, si on prend la question dans le contexte de la gouvernance. Donc que les femmes et les hommes soient impliqués autant l'un que l'autre dans la prise de décision. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut s'avancer par rapport à la définition de l'équilibre du genre? Bon. Je pense qu'il y a un monsieur qui veut peut-être s'avancer. Moi, je définirais ça plutôt, je vois ça plutôt en termes de la voix de la femme doit être prise en compte au même niveau que la voix de l'homme au niveau de la gouvernance.
Pas plutôt en termes de nombre, mais en termes du poids, en fait. D'accord. Alors, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui sont justes, venant de madame et aussi de monsieur. Je vais simplement définir l'équilibre du genre comme étant la représentation équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d'une organisation. Donc, elle fait référence, l'équilibre du genre fait référence à cette représentation équitable. Elle fait également référence à la création d'un environnement où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de succès, les mêmes chances de développement au sein d'une organisation. Donc, ça veut dire quoi? Que désormais, les femmes et les hommes ont droit au poste, les mêmes postes, ont droit au travail, ont droit aux opportunités, ont droit à la rémunération équitable pour le même type d'emploi. Donc, en gros, c'est ce qu'on entend par l'équilibre du genre dans une entreprise. Maintenant, on parle de nécessité. Une nécessité, c'est un incontournable. La nécessité renvoie à un caractère nécessaire, un prérequis, c'est-à-dire que c'est une condition préalable pour atteindre justement la performance d'une entreprise, pour atteindre la bonne gouvernance, pour atteindre d'autres niveaux je dirais un niveau plus élevé de performance. Ça veut dire qu'il faut réunir au sein de l'entreprise cet équilibre-là entre les hommes et les femmes. Je voulais, avant de suivre en fait le déroulé de ma présentation, vous raconter quand même 2 anecdotes. Peut-être que dans la salle, il y aurait d'autres femmes qui pourraient partager également leur expérience, mais je pensais que c'était important aujourd'hui, en plein 21e siècle, que les femmes puissent aujourd'hui échanger par rapport à leur vécu, échanger par rapport à faire un retour d'expérience par rapport à ce que ce sujet, combien ce sujet est important dans la vie quotidienne de la femme et surtout de la femme congolaise. Alors, je vais raconter, je ne sais pas si je peux avoir un autre micro, parce que j'aimerais bien pouvoir me déplacer un peu. D'accord, merci beaucoup. Alors, ma première anecdote, je vais vous raconter une histoire. Je suis chef de projet pour une firme de la place. Et en tant que chef de projet, je suis invitée pour un kick-off meeting, c'est-à-dire la réunion de lancement d'un projet. Alors, la firme pour laquelle je travaillais avait pour habitude d'avoir le chef de projet et l'associé gérant au kick-off meeting pour expliquer s'entretenir avec les parties prenantes et discuter des contours du projet. Donc, j'arrive avec mon associé gérant chez le client et en face de moi, il y avait d'autres parties prenantes. J'entre dans la salle, enfin le responsable, la personne qui avait commandé le projet vient, s'avance vers nous et il arrive. Bon, il y avait d'autres personnes. Il arrive devant moi, me dit les assistantes ne sont pas invitées. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière moi? Il y avait personne. Donc, je me suis rendu compte que le monsieur s'adressait à moi. C'est un choc que j'ai eu, mais j'ai décidé de continuer la réunion. Nous sommes entrés dans la salle et à la présentation de l'équipe de ma firme, l'associé gérant me présente comme étant le chef de projet, la personne qui a conçu le projet et la personne qui a analysé le budget, qui a mis en place l'équipe
et qui va en fait parler de la ventilation du budget. En fait, cette expérience me rappelle combien, en plein 21e siècle, il persiste encore dans l'imaginaire de certaines personnes, de certains hommes, que la femme doit se contenter de certains postes simplement. Ça veut dire que ce monsieur ne voyait pas en moi une personne qui pouvait diriger, qui pouvait gérer ce projet-là, simplement parce que j'étais une femme. Il n'y a rien dans ma façon d'être qui pouvait lui mettre dans la tête que j'étais une simple assistante. Donc ça, c'est vraiment, ça a été un appel pour moi pour dire que la bataille de la femme aujourd'hui, c'est une bataille qui est complètement fondée. Parce que il existe encore justement des grosses différences au niveau de leur acceptation au sein des entreprises. Je pense que Madame Takassi Edwige, qui nous a fait part des statistiques, je pense que les statistiques sont claires, en disent très long par rapport à la place de la femme encore aujourd'hui en République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'elle est perçue et quelles sont les positions qu'elle occupe, des positions qui ne sont pas des positions de grande décision, en tout cas, du moins, rares sont celles qui occupent des postes importants au sein des entreprises. Deuxième anecdote. Je suis nommée présidente du conseil d'administration d'Access Bank. Je reçois plusieurs félicitations de plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, des gens qui m'appellent pour me féliciter. Et je remercie ces personnes. Un beau jour, il y a un monsieur qui est ami de mes parents qui m'appelle. Il m'a félicité dans les réseaux sociaux et il m'appelle. Il me dit: ma fille, félicitations pour votre promotion au niveau du conseil d'administration, parce que j'étais déjà administrateur, ça faisait 2 ans. Par contre, entre toi et moi, comment tu as fait? Je dis: mais comment j'ai fait quoi? Mais comment, entre toi et moi, mais comment tu as fait pour accéder à ce poste-là? J'étais choquée. Je lui dis: mais tonton, j'ai fait des études. J'ai une expérience dans le secteur bancaire de presque 20 ans et j'ai été agréée par la Banque centrale. Donc, je ne comprends vraiment pas la question de comment j'ai fait pour accéder à ce poste-là. Donc, encore une fois, des hommes qui mettent des filles à l'école, mais qui se comportent de la sorte quand une femme accède à un certain niveau de responsabilité, qui doutent encore que la femme est capable de rendre, justement, de performer au même niveau qu'un homme. Alors, c'est quand même très... c'est quand même... Le constat est quand même assez amer que en 2024, qu'il y ait encore ce genre de réflexion sur les positions de la femme. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que dans la salle, il y a peut-être d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires. Je ne sais pas si elles ont le courage peut-être de venir raconter des anecdotes. Je vois une dame qui lève son doigt et j'aimerais bien qu'on puisse lui donner le micro pour qu'elle nous raconte un peu son parcours ou son vécu par rapport à la situation de la femme.
Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai été à un moment, il n'y a pas très longtemps, PCA pour 6 ans. Et donc, on a un client assez important, pas vraiment un client, mais un client potentiel et qui est malade. Il insiste que mon DG et moi allons vers lui. On arrive chez lui, mon DG et moi, et c'est important de préciser que la personne est étrangère. Il nous reçoit, lui et un de ses grands directeurs, et il nous explique, il nous expose son problème. Mais le monsieur en question, très grand homme d'affaires, avec fantastique possibilité d'emmener d'ouvrir un très bon compte avec la banque, parle et ne me regarde pas. Il ne s'adresse qu'à mon directeur général. Il ne s'adresse pas à moi, mais il sait que c'est moi la PCA. Et ça, c'est un étranger. Alors, il est en face de nous, donc nous sommes d'un côté, en face de nous, il y a lui et son directeur, étranger aussi. Et donc, mon directeur général, qui est très poli et très courtois, dit au monsieur, écoutez, ce que vous demandez, je ne suis pas en mesure de vous en parler alors que ma PCA est juste à côté de moi. Donc, c'est à elle de vous répondre sur ces choses-là. Alors, ce que moi j'ai fait aussi, très malignement, je me suis tournée vers l'autre monsieur, pas le patron, à l'autre monsieur, et j'ai commencé à répondre aux questions qu'il avait posées. Et donc, on a passé 45 minutes dans la maison de quelqu'un très important qui devait ouvrir un compte, avec qui on devait faire certaines choses, mais vu qu'il ne pouvait absolument pas mettre ses yeux sur moi, j'ai fait la même chose, c'est tout. Ben voilà. Je pense que ces anecdotes nous montrent vraiment à suffisance combien est-ce que le problème de la reconnaissance également des compétences de la femme est réel. Et je pense que si je devais donner la parole à d'autres femmes qui auraient le courage de dire, de raconter leur vécu, je pense qu'on serait là encore pendant des heures. Alors, je vais passer au point suivant, qui est en fait l'importance. On peut changer de slide. L'importance de l'équilibre du genre pour la gouvernance. Alors, il faudrait savoir que l'équilibre du genre est important tout d'abord parce que la diversité du genre apporte une variété de perspectives et d'expériences qui enrichissent la réflexion de la prise de décision. Les hommes et les femmes ont souvent des approches différentes face aux défis et aux opportunités, ce qui permet d'éviter les biais cognitifs et de favoriser l'innovation. En encourageant la diversité de genre, les entreprises peuvent ainsi bénéficier d'une plus grande créativité et d'une meilleure capacité à anticiper et à s'adapter aux évolutions du marché. Quand on regarde les données démographiques de la RDC, on se rend bien compte que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Pourquoi ce constat n'est pas celui qu'on voit dans les entreprises? On voit plus les hommes, ou bien s'il y a des femmes, elles occupent pas, comme on l'a démontré, des postes de responsabilité. Donc pour une question, moi je dirais, de justice sociale, il est important également de se pencher sur cette question, sur l'équilibre du genre.
il est vraiment important. Aussi, j'ai plusieurs fois dans les entreprises, j'ai constaté que effectivement, quand on est face à un problème, il y a les femmes, les rares femmes qui peuvent être membres dans les comités, enfin dans les décisions de l'entreprise. Les rares femmes ont des approches qui sont complètement différentes. Le schéma de réflexion d'une femme n'est pas celui d'un homme. Donc, quand on veut avoir des perspectives, il est important d'associer les femmes également pour avoir une diversité, voilà, et prendre des décisions qui sont des bonnes décisions plutôt que d'avoir juste l'avis des hommes, parce que le schéma de réflexion est complètement différent quand il s'agit des femmes que quand il s'agit des hommes. Je vais passer au contexte de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance. Je ne vais pas m'attarder sur ce point parce que Madame Takassi, Madame Edwige a déjà présenté en fait la situation des femmes en RDC. Mais l'importance de l'équilibre, l'importance de l'équilibre du genre est d'autant plus réelle parce que ça permet d'avoir un impact positif au niveau de la diversité sur la performance et la prise de décision. Donc, comme je viens de le mentionner, les femmes et les hommes ont des approches différentes. Donc, quand on veut avoir une diversité au niveau des avis, au niveau des décisions, il est important d'associer également les femmes. Il y a aussi la réduction des biais et des stéréotypes dans le processus de gouvernance. Alors, il n'est pas rare de constater en RDC que certaines femmes ne peuvent pas accéder à certains postes simplement parce que quand elles se présentent, le recruteur les voit comme des potentielles clientes pour la maternité et donc du temps qui serait pris de l'entreprise, des potentielles clientes pour s'occuper du foyer sans vraiment penser que la femme peut apporter également une contribution dans les décisions de l'entreprise. Elle est écartée avant même qu'elle puisse pouvoir donner son avis. Elle est déjà écartée parce que elle n'a pas les mêmes chances d'être recrutée à certains postes parce qu'on craint qu'elle peut prendre du temps off pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de son foyer. Pourtant, il est recommandé justement, même dans la législation du travail, qu'il faudrait une balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça, c'est une recommandation, mais qui n'est pas forcément suivie parce que on préfère embaucher des hommes qui peuvent passer des heures dans une société, dans une entreprise, plutôt que des femmes qui vont revendiquer le temps pour s'occuper des enfants, le temps pour les accouchements, le temps pour XY choses. Et ça, c'est quand même bien triste. L'amélioration de l'image de l'entreprise et de sa légitimité. Je pense qu'en ayant un mixte d'hommes et de femmes dans une entreprise, il devient clair que on a plus de perspectives, on a plus de diversité et il y a des clients qui veulent faire affaire avec un certain type de personnes. Je pense que il y a des clients qui ont déjà exigé d'avoir des gestionnaires qui sont des dames. Donc, il y a des clients qui exigent des gestionnaires, des dames qui exigent comme gestionnaires des femmes, d'autres qui exigent des hommes.
Et donc, il est important d'avoir quand même un mélange, un équilibre entre les genres pour permettre justement le développement et l'épanouissement de l'entreprise. Est-ce qu'on peut changer de slide? Bon, la situation actuelle en République démocratique du Congo, vous l'avez certainement vu avec la présentation de Madame Edwige. Et aujourd'hui, je voudrais parler des exemples concrets de bonnes pratiques en RDC. L'exemple concret, moi, de bonnes pratiques en RDC qui me revient, c'est l'exemple de la Banque centrale. La Banque centrale, en obligeant les établissements de crédit à inclure dans leurs organes exécutifs et délibérants les femmes, ont montré l'exemple pour la promotion de la femme au sein des institutions, des établissements de crédit. Je pense que ça, c'est une initiative qu'il faudrait applaudir. Et si les autres entreprises, les autres sociétés pouvaient également suivre ce modèle-là, je pense qu'on aurait un taux de femmes qui occuperaient des fonctions stratégiques au sein des sociétés, un taux plus élevé. Et je voudrais également parler ici de la banque pour laquelle je suis président du conseil d'administration. On a montré tout à l'heure les statistiques et j'aimerais mentionner qu'au niveau du conseil d'administration chez Access Bank, on est à 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc on a atteint l'équilibre. Je voudrais par contre rappeler qu'il y a encore des efforts qui doivent être faits parce qu'au niveau de la direction générale, nous avons encore du chemin pour y arriver. Mais je pense que le temps que la Banque centrale accorde aux établissements de crédit va permettre à ce que les banques se préparent pour justement se conformer à ces exigences. Donc, en guise de conclusion, je vais simplement dire que pour la performance d'une société, à l'instar justement des données démographiques, il faudrait absolument que les sociétés réalisent que avoir l'équilibre du genre n'est pas en fait un point négatif, plus au contraire, c'est un atout parce qu'on a une diversité, on a des perspectives, plus de perspectives. Et quand on a une diversité et plus de perspectives, on a une entreprise qui est beaucoup plus performante parce qu'elle tient compte des réalités des uns et des autres. Et pour moi, c'est aussi une question de justice sociale que d'avoir dans une entreprise des femmes tout comme des hommes. Alors, je voulais plutôt donner le micro en fait, à l'audience, au public, à vous, les dames, pour nous parler de votre expérience, si vous en avez. Mais sinon, je suis disponible pour répondre à vos questions. Et voilà, Monsieur Henry. Merci beaucoup, Voilà. Madame la PCA. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Madame Ikoumou. Nous sommes dans les 10 dernières minutes. 10 dernières minutes de la conférence d'aujourd'hui. Nous terminons par cette expérience et cette mise en contexte et ces témoignages très spécifiques, très particuliers. Nous savons que nous avons déjà une intervention ici, ou en tout cas une demande de micro. En prendre une deuxième avant de pouvoir, voilà, la méconnue, avant de pouvoir conclure nos échanges d'aujourd'hui. Mais sans plus tarder, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Marie-Flore Dougagallo. Alors, je suis présidente de quelques associations en Belgique. Il y a le réseau de femmes entrepreneurs, le réseau de Tobassi, et puis il y a la formation à l'entrepreneuriat chrétien, Festo.
et puis des écoles de devoirs, et voilà. J'aime les activités. Et je suis venue ici à Kinshasa pour donner cours à l'ESMK, École supérieure de management de Kinshasa. Je donne cours pour construire son business plan. Alors, par rapport à cette thématique, merci pour les interventions. Je voudrais dire que l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. Une femme performante qui peut rapporter de l'argent à l'entreprise, elle sera toujours la bienvenue. Donc, je voudrais encourager les femmes à être performantes, à se former. Parce que lorsque vous montrez de la compétence, vous serez toujours les bienvenus dans une entreprise. Donc moi, je voudrais prendre les choses à l'inverse. Ce n'est pas qu'on discrimine continuellement les femmes, mais c'est parce que je trouve que les femmes se mettent elles-mêmes trop en retrait, pensent beaucoup plus au foyer, à la famille, ce qui n'est pas mauvais. À un moment, il faut penser aussi à sortir ces projets des tiroirs et à les mettre en application, à créer ces entreprises, à reprendre des formations, puisque nous, les femmes, nous avons la capacité d'être multitâches. Nous pouvons aller travailler toute la journée. En rentrant à la maison, on s'occupe encore du mari, des enfants, etc. Nous sommes puissantes, mais nous nous méconnaissons et après, c'est la faute des autres. Non, nous devons nous prendre en charge et avancer avec toutes les compétences merveilleuses que nous avons. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Alors, une dernière contribution, intervention, question? Bonjour, je suis David Fidami de Advance Congo. J'attends l'agrément de la Banque centrale pour ne pas déranger Jean Espoir. J'aimerais partager une expérience. C'est une amie à moi. Elle a commencé un processus de recrutement dans une société. C'était un très bon poste, un poste de direction. Tout le processus était fait en ligne. On lui a envoyé l'offre. Au moment où elle devait signer le contrat, elle arrive, il s'avérait qu'elle était enceinte de 6 mois. Et l'entreprise n'a pas voulu lui faire signer le contrat, disant que on a besoin de quelqu'un qui doit pas se reposer dans le processus. Et donc, elle m'avait contacté pour cela. On a entamé quelques démarches juridiques parce qu'elle travaillait, elle avait démissionné. Elle prestait déjà son préavis et donc elle se retrouvait dans une certaine insécurité. L'agreement qu'on a pu arracher, c'est qu'elle va finalement commencer le travail, mais après avoir eu son enfant et puis 2 mois après. Mais elle se retrouve dans une situation d'insécurité parce que elle n'est pendant cette partie. Ça fait écho à un entretien que j'étais panéliste pour un entretien. Il y avait une femme qui s'était distinguée et au moment de la présidente du panel dit cette femme c'est la meilleure, mais je préfère pas qu'on la prenne. On se demande pourquoi. Elle nous dit elle est enceinte. Moi avec mes yeux je savais pas voir, mais elle savait voir qu'elle était enceinte et ça est d'une. Ce sont des thématiques. Oui, Monsieur Henry, je voudrais peut-être faire un commentaire. Alors, déjà, c'est illégal de ne pas recruter une femme parce qu'elle est enceinte. Ça c'est connu, c'est illégal. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui s'adonnent à ce genre. Oui, malheureusement, il y a des entreprises qui aujourd'hui s'adonnent encore à ce genre de pratiques, mais les femmes doivent connaître leurs droits. Elles ne devaient pas, justement, l'entreprise ne devait pas refuser de l'embaucher simplement parce qu'elle était enceinte. Ce que moi je trouve quand même, je dirais une aberration, c'est que ces femmes qui sont enceintes et qui doivent accoucher, c'est des filles de ces mêmes hommes qui mettent leurs enfants à l'école.
mais qui parfois refusent de prendre des femmes parce qu'elles ont une grossesse qui sont avancées et qu'elles ne seront pas en mesure de travailler. Je peux comprendre également les impératifs de la société. Parfois, c'est des décisions de gestion. Si on a besoin d'une personne immédiatement qui peut travailler sans arrêt pendant une certaine période, je peux comprendre ça. Mais refuser d'embaucher la femme sous prétexte qu'elle est enceinte, c'est illégal. On a un petit souci de micro, donc on est obligé d'improviser. Nous avons une dernière contribution là-bas, s'il vous plaît. Oui, une avant-dernière contribution, puisqu'on nous en demande encore une. D'accord. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Odette Fouta et je suis directeur RH et administration à Liquid Télécom. Alors, je voulais rebondir sur ce que notre invité a mentionné tout à l'heure. Je voudrais renchérir sur ce qu'elle a dit en disant que le parent a un rôle très important sur le comment la fille va se concevoir, va penser, va se voir. Quand déjà à la base, on fait comprendre à son enfant que ça c'est des choses de garçon, ça c'est des choses de filles, vous pouvez pas faire tel métier, c'est pas correct pour toi. C'est déjà une prédisposition qu'on met dans la tête de la femme qui fait que quand elle grandit, quand elle devient mature et qu'elle aborde le milieu de travail, elle va aller naturellement, parce que prédisposée pendant 18-25 ans, à penser comme ça. Donc je crois qu'il y a un travail à faire en tant que parent. Chacun de nous doit faire comprendre à nos filles qu'elles sont des êtres humains à part entière et qu'il n'y a pas de métier prédisposé. Moi, je suis dans les telcos, dans mon département technique, j'ai une seule ingénieure congolaise. Et quand vous dites augmenter le genre, oui, on les trouve où ces ingénieures congolaises? Il faut qu'on les trouve, il faut qu'elles soient allées faire des études, il faut qu'on les ait encouragées à faire ces études-là. Et je pense que ça va forcément impacter la façon dont la fille se voit au fur et à mesure qu'elle grandit, le choix de ses études, le choix de ses affaires, et bien sûr la société. Une toute dernière contribution. Bonjour à tous. Je m'appelle Joanne Nyota, je m'adresse en qualité d'administrateur de différents conseils d'administration. Et lorsque Madame Ikuru m'a parlé de gouvernance, équilibre de gouvernance dans le genre, il y a une notion en fait que vous n'avez pas fait ressortir selon moi. Je voudrais d'ailleurs demander l'assentiment d'autres femmes collègues que j'ai d'ailleurs en conseil d'administration différents que je vois là. Bon, vous avez peut-être été fair play, mais je m'adresse surtout aux décideurs. On trouve que les femmes sont quand même proactives, beaucoup plus proactives dans les conseils d'administration, particulièrement dans les comités de suivi, où souvent il y a moins de volontaires, mais c'est les femmes qui se dévouent, pas pour une question d'argent, souvent elles sont disponibles quand il faut apporter au-delà du conseil d'administration. Et ça, je trouve que vous n'avez pas fait ressortir, et c'est une façon aussi de rééquilibrer la gouvernance. Quand il y en a qui veulent pas, qui ont fait un service minimum, il y en a qui viennent quand même faire un peu plus. Voilà, pour le mois de la femme. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, il faudra quand même accepter une ultime contribution, mais avec votre permission, ce sera la toute dernière pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Yvonne Kousomina. Je suis donc CEO de la société Pay Network et présidente du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est surtout donner une petite orientation, peut-être, pour soutenir ce que vient de dire Nyota, avec qui je siège également dans un des conseils d'administration dont elle a parlé. Ce serait peut-être par rapport à la présentation d'Edwige, parce que finalement, le débat lié au genre, oui, d'accord. Il serait peut-être temps que lorsque nous faisons des statistiques
qu'on ne se limite pas seulement à des statistiques liées à la représentativité. Il serait peut-être temps maintenant qu'on aille véritablement vers des indicateurs de performance et mettre en avant le fait que lorsque les femmes occupent des postes de direction dans certaines structures, ok, eh bien voilà, on va vers les performances réalisées par ces structures-là et mettre en avant finalement les chiffres, les évidences. Peut-être que là, le débat, on contribuerait un peu plus à réduire ou si pas à définitivement anéantir ce débat. Voilà. Sujet vaste, passionnant, au-delà de la gouvernance ou bien en intégrant la question du genre dans la gouvernance, qui fait que nous avons encore, et comme c'est le mois de la femme en plus, nous n'avons pas d'autre option que de prendre cette ultime contribution. Merci beaucoup. Ornella Izemingia, secrétaire générale adjoint du The Bankers Club et également membre du conseil d'administration de CRDB Bank, présidente du comité spécialisé des risques et membre du comité spécialisé des risques d'éthique et conformité. Ce n'est pas une question, je voudrais plutôt faire un commentaire, rajouter aux différents témoignages qu'ont fait les dames ici présentes. Je suis actuellement la plus jeune femme du conseil d'administration chez CRDB Bank PLC, donc le groupe. Et de plus, j'ai été agréée par la Banque centrale pendant que j'étais enceinte et j'ai fait face aux actionnaires de la banque, du groupe, pendant que j'étais enceinte. J'ai eu à répondre pas à un questionnaire, mais plutôt à un interrogatoire pour évaluer ma compétence, mon expérience et mon expertise. Je dois encourager les femmes à affronter leurs peurs, à devenir courageuses, parce que, comme on l'a dit, les biais cognitifs et les préjugés ont la peau extrêmement dure. Et si nous devons continuer à nous mettre en arrière-plan parce que l'on a peur de commettre des erreurs, de faire des fautes, nous n'allons pas avancer. J'ai également, c'est un vieux souvenir mais qui me revient actuellement, j'ai été également engagée dans une banque de la place pendant que j'étais enceinte et ça n'a pas pour autant empêché que je puisse être régulière, ponctuelle au service. C'est vrai que j'ai eu un temps de congé de maternité réduit, mais cela ne m'a pas empêché d'évoluer et d'avancer au sein de cette banque. Non, pour moi, ça serait juste un conseil pour les femmes de bannir la peur, ou plutôt d'affronter ses peurs, parce que il est tout à fait naturel d'avoir peur, mais plutôt d'affronter ses peurs. Le combat, entre guillemets, est encore long, mais je suis sûre que la victoire est certaine pour les femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que c'était l'ultime intervention pour aujourd'hui. Un mot pour la fin? Si un mot pour la fin, je pense que je vais m'adresser aux femmes et j'irai dans le même sens que Madame Ornella. Donc les femmes, votre potentiel est illimité. N'ayez pas peur de relever les défis, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Parce que la victoire, c'est notre victoire. Notre bataille, c'est la nôtre. Il n'y a pas, c'est pas les hommes qui vont venir se battre. Ce sont pas les hommes qui vont nous mettre à l'école pour suivre des formations et arriver à décrocher ces positions de responsabilité. Donc notre potentiel, on doit en être conscient et avancer, aller de l'avant. Donc voilà le mot, le message pour les femmes en 2024 par rapport à ce combat qui n'est pas encore fini.
Bravo et merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse applaudir nos panélistes, s'il vous plaît. Alors, je ne vous cacherai pas que j'avais initialement prévu de demander également à Jean Espoir de pouvoir partager un mot de la fin, mais comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Et pour en plus ce mois de mars, il me semble tout à fait indiqué de terminer nos échanges, de clôturer nos échanges sur ces bonnes paroles de Madame Pia. Alors, à l'écran, dans quelques secondes, nous aurons les coordonnées du Bankers Club. Pour mémoire, pour ceux qui souhaitent recevoir les slides des différentes présentations aujourd'hui, il vous suffira naturellement de les demander. Si vous voulez également en savoir plus sur le Bankers Club, ce sera naturellement l'occasion appropriée. Il y aura également les coordonnées de l'Association des administrateurs du Congo, pour mémoire, qui est en mesure et dont une des vocations est donc de pouvoir vous accompagner en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en tant que personne, administrateur notamment, dans tout ce qui concerne le renforcement des capacités, la formation, l'assistance technique pour toutes les questions liées à la gouvernance. Voici donc les coordonnées qui sont à l'écran désormais. Nous avons donc passé une matinée très riche, très enrichissante à plus d'un égard. Nous avons parlé ensemble de la question de la gouvernance, déjà en la remettant dans son contexte, particulièrement au niveau de la RDC, des lois, des réglementations et plus spécifiquement dans le secteur financier. Nous avons essayé de mettre tout cela dans un contexte plus global en nous référant au droit au WADA et en regardant quelque part la RDC depuis l'extérieur, ce que nous devons intégrer dans notre propre prisme quand nous réalisons que nous sommes dans une interaction permanente avec le reste du monde, et donc comment est-ce que notre contexte, nos éléments de contexte se présentent dans un contexte beaucoup plus global. Nous avons pu bénéficier de l'analyse très pointue, très avancée de deux panélistes éminents en la matière, donc le professeur Djedi, que nous remercions encore, et qui a eu donc cette comment dirais-je, attention très particulière au regard du sujet, mais également du fait que lui était à Montréal, et donc pour ceux qui sont familiers des décalages horaires, qui peuvent réaliser l'effort qui a été consenti, nous lui disons encore merci. Nous disons merci à Jean Espoir. Je pense que je ne suis pas le seul à considérer que les interactions, donc à la lumière notamment des questions et des réponses, qui confirment que non seulement nous avons une matière extrêmement riche, mais que nous pouvons considérer que les échanges continueront au-delà de la conférence d'aujourd'hui, tellement la matière semble appeler différentes attentions et nourrir encore différentes réflexions. Merci à vous, Madame la PCA, pour votre importante contribution, non seulement dans le contexte du mois de la femme, mais également parce que, comme nous le comprenons, en matière de gouvernance, non seulement du point de vue de nos lois et de nos réglementations, mais également en termes de performance et de création de valeur, il est nécessaire, désormais, et plus encore dans le futur, d'intégrer sous différentes formes, également sous l'angle de la performance et des indicateurs, la question du genre. Donc merci à tous. Merci également, nous ne pourrons naturellement pas nous séparer sans dire merci à l'ensemble des sponsors qui ont rendu cet événement possible. Vous les avez autour de moi. Je commencerai donc par la gauche, sans aucune préférence naturellement. EcoBank, Advance Bank, FPM, et pour le reste, c'est nous-mêmes, hein, c'est le Bankers Club et c'est la DAC. J'espère n'avoir oublié personne. Si tel est le cas, veuillez naturellement m'en excuser. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous rappelle qu'au-delà de cette conférence, vous avez la possibilité de continuer d'échanger avec nos panélistes. Merci beaucoup.